Bonjour et bienvenue au sommet de l'épanouissement et du développement personnel. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jean-Christophe Dulot. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Émilie et bonjour à tous toutes les spectatrices et spectateurs de cette vidéo du sommet. Tout à fait. Et donc, ce sommet sera à la fois visuel puisqu'il y a des vidéos, mais on fera aussi des audios pour permettre aux gens qui ont envie de se promener sur la plage tout en étant inspirés ou faire du repassage, sait-on jamais, parce qu'on fait aussi du repassage en vacances, d'assister à toutes ces belles conférences. Donc, Jean-Christophe, franchement, je me réjouis de la thématique dont tu vas nous parler aujourd'hui, qui est une thématique non seulement, on va dire, très en vogue, mais je trouve particulièrement opportune maintenant que, confinement, post-confinement, espérons-le par reconfinement, mais enfin, ça ne sera pas top, super bon pour l'instant. On se pose beaucoup de questions sur la mission de vie, est-ce que je fais ce que je suis appelée à faire? On a aussi certaines émotions, certains ressentis par rapport à des choses peut-être qu'on voudrait faire, why not, avant de mourir ou simplement parce qu'on a envie de les faire. Et donc aujourd'hui, on va parler en long, large et travers de l'ikigai, sujet ô combien passionnant. Mais je vais d'abord donc commencer par te présenter, pour les rares qui ne te connaîtraient pas. Donc Jean-Christophe, tu es thérapeute, auteur et formateur et tu exerces à Toulouse où tu accompagnes les personnes à apaiser leurs émotions, à libérer les blocages qui les freinent dans leurs objectifs de vie et à retrouver l'énergie et toujours pour avoir l'idée de donner du sens à sa vie. Et d'ailleurs, tu pratiques aussi le FT en plus de l'ikigai. Tu es auteur de 3 livres aux éditions Jouvence, dont Apaiser le mental. Oh mon Dieu, sujet ô combien passionnant. Et je trouve mon ikigai et je donne du sens à ma vie. Donc, tu reçois des personnes en cabinet et tu animes des ateliers de groupe et tu proposes également des programmes en ligne pour aider chacune et chacun à apaiser leur mental et à trouver leur ikigai. Donc, dis-nous, Jean-Christophe, pourquoi est-ce que tu as décidé de participer à ces sommets ? Et moi, je trouve que le sommet, en fait, c'est de pouvoir donner là comme ça, de pouvoir donner des outils, des techniques ou des expériences, de faire partager ça à tout un chacun. Je trouve ça extra. En plus, là, quand tu m'as contacté, de savoir que c'est gratuit, qu'il va y avoir des replays, qu'il n'y a pas besoin d'une lourde machine d'inscription derrière, et quand j'étais entendu là, quand on a discuté, je me suis dit mais waouh. Il y a ça, il y a cette idée de donner, de pouvoir donner gratuitement, en tout cas de pouvoir mettre les personnes sur la voie et de pouvoir, ils pourront choisir à travers tout ce qui sera présenté dans le sommet. Et puis, il y a aussi ton énergie, moi, que j'aime beaucoup, cette joie-là que tu dégages, ce dynamisme, comment tu emportes les gens avec toi, là, c'est… ouais. Je suis ravi, moi, d'être là. Merci. Et du coup, c'est plus que partagé parce que, effectivement, au niveau énergie, Jean-Christophe et moi, on s'amuse beaucoup. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire pendant 1 heure. Il n'y a pas de raison que ça change. C'est pas parce qu'on parle de mission de vie et de ce qu'on va faire, de ce qu'on souhaite accomplir, de ce qui nous tient aux tripes, aussi de ce qu'on n'a pas encore accompli jusqu'ici, parce que du coup, le constat n'est pas forcément rigolo pour tout le monde non plus, en se disant tiens, ça fait peut-être X années que je fais quelque chose et que, mine de rien, je sens que c'est plus juste pour moi ou que je suis appelée à faire quelque chose qui me fasse beaucoup plus vibrer. Donc voilà, les constats ne sont pas forcément toujours très rigolos. Oui. Et tu sais, j'ai envie de rebondir directement là sur ce que tu dis. Mais la première chose, c'est vraiment cette idée de parfois, tu sais, quand on parle de mission de vie ou même parfois d'ikigai, il y a l'idée d'aller le chercher mais ça doit se faire, je le redirai sûrement pendant la conférence là, mais il y a l'idée de le faire dans la légèreté, dans le fun. Il faut y mettre,
mettons-y du jeu, hein, restons enjoués, gardons notre âme d'enfant et allons-y. Et puis la deuxième chose sur laquelle j'ai envie de rebondir, c'est oui, effectivement, un des freins à notre changement, c'est qu'en fait, on agit depuis tellement longtemps de la même manière que un des grands freins, c'est de se dire waouh, j'ai mal agi, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Et alors, en fait, il y a une part de nous qui commence à juger, blablabla, et donc on se ferme au changement par peur de s'être trompé et par peur de montrer qu'on a pu se tromper. Et donc, pour moi, il y a vraiment cette idée de, oui, de voir ça, de lâcher ça, de voir ce qui se passe et de pouvoir aller se mettre sur la voie. Et donc, du coup, je te prends au mot justement pour l'idée du changement. C'est qu'il y a vraiment cet aspect, voilà, on peut être en train de rechercher, est-ce que mine de rien, on n'est pas toujours en train quelque part d'affiner un peu, tu vois, parce que finalement, on parle d'ikigai et je te demanderai juste après, parce que finalement, on est déjà parti à du 100, du 150 km/h en trottinette et on n'a pas, on n'a pas encore défini l'aire de jeu, alors qu'on parle de jeu. Donc voilà, et je rebondis juste là-dessus en disant effectivement que le changement est vraiment quelque chose qui est perpétuel. Et donc, ce n'est pas non plus comme si on avait complètement raté sa vie parce qu'on n'est peut-être pas dans sa mission de vie. Parce que si on n'avait pas eu toutes ces années où on fait autre chose que ce qui nous fait vibrer, on n'aurait pas forcément ressenti cet appel non plus. Qu'en dis-tu? C'est exactement ça. Mais oui, mais parce que là où on en est aujourd'hui, ce sont des pièces d'un puzzle, hein. C'est tout ce qu'on a fait par le passé aussi. Souvent, on se dit, oh, j'aurais dû faire mieux avant. Et oui, mais on a déjà fait mieux. On a mis des choses en place. Et puis parfois, il y a des déclics. Hop, et le chemin se trace, le chemin s'affine. Mais le chemin, on y est depuis un petit moment. Donc voilà, comme ça, on peut commencer à parler voilà, d'ikigai, le cœur léger, en se disant que non, quel que soit l'âge qu'on a, on n'a pas forcément raté sa vie, voire on n'a de toute façon pas raté sa vie parce que c'est impossible de la rater si on n'a pas répondu à l'appel de l'ikigai ou à l'appel de sa mission de vie. Et donc, Jean-Christophe, sans plus tarder, roulement de tambour. Qu'est-ce que l'ikigai? L'ikigai. L'ikigai, c'est une sorte de raison d'être. C'est dans la traduction littérale japonaise, c'est ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Voilà, c'est en gros, les Japonais appellent ça le sel de la vie. Voilà, c'est dans leur aspect poétique, tu vois, dans leur traduction. Mais tu sais, eux-mêmes, les Japonais, ils ont parfois du mal à traduire exactement, tu vois, parce que les thèmes, ces kanji sont un mélange de plusieurs autres termes. Et du coup, on peut le traduire par plusieurs manières. Mais dire que c'est une raison d'être et ce qui donne du sens à notre vie, ça simplifie et ça va bien. Voilà. Et est-ce que du coup, raison d'être et mission de vie sont la même chose? Et qu'est-ce qu'on entend exactement par là? Alors moi, je pense qu'il y a des petites différences, mais ça c'est chacun, tu vois, c'est chacun qui… pour moi, la mission de vie, c'est ce pourquoi on est sur cette terre, tu vois. Ce pourquoi on est fait. Il y a l'idée de réalisation, de se réaliser, tu vois. Et la différence avec Ikigai, dans la mission de vie, moi, j'y vois quelque chose un peu comme s'il y avait quelque chose de plus grand que nous, tu vois. Donc, il y a l'idée de réalisation personnelle, mais une réalisation qui va toucher aussi les autres. Notre réalisation touche les autres. En fait, dans la mission de vie, c'est comme si on mettait toutes nos qualités, notre savoir-faire, notre savoir-être au service de la vie. Voilà. Et tu vois, quand je dis que parfois, c'est comme si on se sentait appelé, tu vois, comme s'il y avait quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui nous dépasse un peu. Donc, tu vois, c'est ce que je mettrais dans la mission de vie, il y a quelque chose de grand et comme d'extérieur aussi. Alors que l'ikigai serait plus intime et plus intérieur. C'est ça qui distingue aussi les Japonais, tu vois, des Occidentaux. Et ça, je trouve, c'est vraiment ce que j'ai ressenti au Japon. Et en fait, dans les deux cas, hein, ce qui est sûr, c'est que ce soit la mission de vie ou l'ikigai, il y a quelque chose on se sent porté par la vie.
il y a quelque chose qui vibre en nous. On va vivre cette satisfaction, on va vivre une sensation de connexion à soi et de connexion au monde. Je crois que dans les deux cas, il me semble, tu vois, il y a ce lien à l'extérieur et le lien au monde. Et alors, du coup, parce que de ce que j'entends, entre autres, ou en tout cas un aspect, moi, qui m'est cher et sommet oblige, ça vient un petit peu sur la table, c'est tout ce qui est l'aspect contribution et service. Est-ce que du coup, on pourrait dire que dans la mission de vie, c'est le fait de faire effectivement, de contribuer effectivement à faire effectivement le service, et l'ikigai serait le fait de savoir que l'on peut contribuer. Tu vois, je cherche tu vois, avec le côté intériorité vs je presse ou je contribue effectivement. Ouais, ouais, tu sais, c'est pas toujours simple en fait même de faire la distinction. Moi, je t'ai donné mon interprétation, mais bon, j'ai envie de dire c'est à chacun. Moi, j'ai la sensation que dans les deux, hein, il y a l'idée de contribuer. Euh, dans l'ikigai, voilà, c'est plus intérieur. Euh, il y a cette sorte, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ça? C'est que, tu sais, il y a une sorte de simplicité dans l'ikigai. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé là-bas, que j'ai trouvé au Japon et à Okinawa, tu vois. Mais il y a l'idée aussi de vivre dans la légèreté, dans le fun. Il y a l'idée de vivre, allez, dans les deux cas, on va être aligné avec qui on est. Et dans les deux cas, c'est une sorte de quête. C'est une sorte de quête de travail sur soi. Je vois une manière de renaître à soi-même, tu vois, d'apprendre à se connaître, de réapprendre à connaître nos besoins, nos valeurs, tout ce qui nous touche intérieurement pour pouvoir renaître à soi-même. Donc peut-être avant d'aller un petit peu plus en détail sur ce qu'est l'ikigai, tu pourrais peut-être nous expliquer comment est-ce que tu l'as découvert, pourquoi tu as choisi de t'y intéresser, quelle est un petit peu l'histoire par rapport à ta découverte de ce fabuleux outil. Ouais. Moi, d'abord, j'ai fait un premier voyage en 2012 au Japon et bon, qui a laissé une empreinte en moi. Ça, je le dis souvent. Souvent, je parlais du Japon quand je regardais des documentaires. J'ai toujours les poils qui se hérissaient, mais pendant toutes les années qui ont suivi. Et un jour, j'ai vu un reportage d'un médecin qui faisait le tour du monde et là, qui partait à Okinawa et qui parlait d'ikigai. Mais là, tu vois, ça, là, pareil, hein, mes poils sont hérissés et comme je préparais un atelier sur la confiance en soi, et j'ai compris à quel point Ikigai et la confiance en soi étaient liés. Et je crois qu'en 15 jours, je prenais la décision de partir au Japon. En fait, la décision, il m'a pas fallu 15 jours, mais en 15 jours, je prenais la décision, je passais à l'action, je prenais le billet, je commençais à préparer, tu vois, mon voyage. Ça a été très rapide, en fait. Et là, l'idée donc de ce deuxième voyage, c'était de partir sur les traces d'Ikigai. Parce que, un peu comme tout le monde, j'étais allé sur Internet et j'ai vu ce diagramme de veine où il y a 4 cercles là, qui se recoupent. Mais je voyais que tout le monde écrivait la même chose là-dessus. Et j'avais la sensation que tout le monde faisait de la pige, en fait. Mais qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne savaient pas de quoi elles parlaient exactement. Et comme j'aimais le Japon, c'est là aussi où ça a donné encore plus de sens. Je me suis dit, tiens, que j'avais envie d'aller la voir, d'aller là-bas pour voir ce qui se passait, d'aller sur les traces. Je suis parti avec ma petite caméra, je suis parti avec mon dictaphone, là, et je suis allé voyager, je suis allé les rencontrer, ces gens-là. Et qu'est-ce qui a été dit finalement dans ce reportage pour que ça te fasse tilter? Alors, outre les poils qui se dressent, et là on sait quand même que, anyway, c'est des choses qui sont toujours compréhensibles ou intelligibles, ou en tout cas on ne sait pas toujours pourquoi, mais on sait. Donc tu peux m'expliquer, tiens, si tu te rappelles qu'il y a un détail ou quelque chose, tu t'es dit, attends, c'est un truc de fou ça. Mais en fait, elle parlait vraiment de la joie, tu vois, de la joie qu'elles avaient, tu vois, parce que souvent quand on parle d'ikigai et quand on parle d'Okinawa, on fait référence aux anciens. On sait que c'est une île qui fait partie des zones bleues, ce qu'on appelle les zones bleues, ces zones où on vit bien, longtemps et en bonne santé.
Et là, ce médecin, il était en train d'interviewer des personnes âgées. Tu voyais, voilà, elles étaient là, elles étaient actives, elles avaient la joie. Et je me suis dit, oh, waouh, nous, on est toujours là, à se poser des questions, blablabla, blablabla. Tu vois, on a toujours le mental qui est là. Et là, tu sentais que, voilà, que les choses étaient simples. Et je me suis dit, mais ouais, ouais, j'ai eu envie de revenir là-bas et d'aller creuser. Et alors, est-ce que tu peux nous en dire forcément un petit peu plus sur ce que tu as découvert? Donc, pour ceux d'entre nous qui ne connaissons pas le modèle, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment comment il est dessiné, en quoi est-ce qu'il consiste? Et du coup, la question que je te reposerai peut-être après, parce que déjà, cette première-là, c'est déjà longue, mais comme ça, je me pose une première fois pour ne pas oublier. Et tu viens de dire un truc qui m'a interpellée, c'est le lien entre l'ikigai et la confiance en soi. Ouais. Euh, Alors en fait, pour commencer, donc avant le Ikigai et confiance en soi, donc l'idée c'est de voir moi ce que j'ai appris et tu vois dans cette idée de modéliser, en fait ça c'est occidental et ça dès que je suis arrivé à Okinawa, j'étais confronté à ça et la première personne que j'ai vue, elle me l'a dit. Elle m'a dit tu arrives toi avec tes questions, tu arrives comme un journaliste avec mais c'est pas ça. Hein. Elle dit vous êtes des Occidentaux et les Français, vous êtes évolués, vous savez faire des méthodes, vous savez faire plein de choses, vous êtes évolués en développement personnel. Nous, au Japon, on ne fait pas tout ça. Nous, on vit. Alors voilà, donc j'ai pris ça en arrivant, tu vois, et je me suis dit, waouh. En plus, j'étais venu avec l'idée de creuser sur Ikigai. J'avais envie d'écrire un livre là-dessus. J'avais envie de faire un programme en ligne. Tu vois, j'avais vraiment des idées. Et là, je me suis fait secouer à peine arrivé, quoi, à Okinawa. Et ça m'est resté longtemps. Donc, l'idée de modéliser, bon, tu vas voir, enfin, s'il y a des personnes là qui vont suivre mon programme ou qui vont. J'ai modélisé, j'ai mis mon interprétation et avec un chemin simple à parcourir pour le trouver, cet Ikigai. Donc, il y a une sorte de modélisation. Mais j'ai voulu faire une modélisation qui reste dans le jeu, qui est dans JEU, hein, et qui reste légère et simple. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris plein de choses. Hein. J'ai appris que dans Ikigai, il y a l'idée de s'accomplir. Il y a l'idée vraiment de l'accomplissement dans l'action. Et ça, c'est comme ça qu'on va donner, c'est l'idée de donner du sens à sa vie et de donner du sens à nos actions. Et c'est là que notre vie, elle change. Hein. C'est là qu'on sort du mode inconscient ou du mode automatique à un mode plus posé, plus volontaire et plus conscient. Je m'accomplis à travers ce que je fais, mais à travers ce que je suis aussi. Hein. Ça, on ne l'oubliera jamais, hein, ce qu'on est. Mais en tout cas, maintenant, ce que je vais faire, ça prend une autre dimension. Je n'agis plus là en mode automatique, mais dans quelque chose qui est plus aligné avec qui je suis. C'est ce que je fais, mais comme action alignée par rapport à la personne que je suis et que je veux devenir. C'est exactement ça. Et notamment ce que je veux devenir. Tu sais, moi, c'est ce que je dis souvent aux personnes qui viennent me voir en séance, qui disent, oui, j'ai envie d'être qui je suis, mais c'est ça, c'est que des personnes, souvent, on est toujours qui on est là dans l'instant, avec notre construction à nous. Sauf qu'on a envie d'une nouvelle construction qui soit plus en adéquation avec ce qu'on a perdu peut-être, avec ce de quoi on s'est déconnecté avec l'éducation, avec la vie sociale et tout, en grandissant. Et là, il y a l'idée, ben oui, de savoir qui on a envie de devenir. Et là, au moins, là, on prend une autre voie aussi. Hein. Ça veut dire, en partant de qui on est là, en allant chercher quelles sont nos valeurs, quels sont nos besoins, quelles sont nos qualités, quelles sont nos réussites. Tu vois, on va aller voir qui on est là et qu'est-ce qu'on a envie de développer pour savoir vers où on veut aller. Du coup, c'est un petit peu comme faire son marché et dessiner la personne qu'on a envie de devenir. Ah, tu vois, c'est marrant, cette image de marché. Eh bien, en fait, c'est-à-dire que déjà, dans le frigo, on a déjà plein de choses. Et donc, avant d'aller au marché, on va faire le point sur ce qu'on a au frigo.
Et ensuite, on va aller faire le marché avec, tu sais, pour faire parce qu'on a de quoi faire un joli plat déjà dans le frigo, mais là, peut-être qu'on a envie de faire quelque chose d'encore plus beau et d'encore plus, ouais, qui soit plus beau et qu'on a envie de partager à encore plus de personnes. Et là, on va aller faire notre marché. Et On en, va les choisir. et en faisant le tri dans le frigo, on rend aussi éventuellement ce qui est aux voisins, ce qui n'appartient pas forcément. Oui, et puis tu sais, ce qui est un peu périmé aussi, tu sais, qu'on a un peu oublié ou qui est plus d'actualité, et ou parce que nos goûts, ils ont changé, mais qu'on l'a laissé au frigo et on s'en est jamais servi parce que nos goûts, entre-temps, ont changé. Eh ben, c'est pareil. Allez hop. Il y a des choses qu'on va devoir mettre à la poubelle hein, ou au tri sélectif, hein, au compost. Et du coup, comment est-ce que concrètement ça se passe? Est-ce que on s'y prend par donc si je comprends bien, tu m'as dit il y a quoi? Il y a trois ailes principales dans le modèle. Oui, en fait, si on prend le diagramme de Venn là, fait par Mark Weed, en fait, on y trouve ce qu'on aime, en quoi on est bon et ce dont le monde a besoin. Ça, déjà, c'est ces trois questions, et ça, on peut le garder. Parce que pour les personnes qui connaissent le diagramme de Venn avec ce quatrième cercle là, en bas, ce pourquoi vous êtes payé, en fait, ça, c'est pas dans Ikigai. Voilà. Et l'idée, c'est de trouver son Ikigai parce que dans mes ateliers ou dans mes programmes en ligne, tout ça, j'en parle d'aspect professionnel, mais c'est voir comment on peut appliquer notre Ikigai, le transporter dans notre métier. Et peut-être qu'à un moment donné, on comprendra que le métier ne nous va plus et qu'on a envie d'aller voir autre chose et qu'on va pouvoir utiliser aussi les questions de la quête de notre Ikigai pour notre quête de voie professionnelle aussi. Hein. Ça, on peut le faire aussi. Alors, est-ce qu'on pourrait se dire qu'en fait, l'ikigai, on est vraiment sur le quoi, déjà être raccord en sachant ce qui nous anime. C'est déjà vachement compliqué déjà à la base de pouvoir voilà, aller donc trier son frigo, faire du classement, du rangement, rendre ce qui ne nous appartient pas, aller jusqu'au compost ou à la déchetterie pour voilà, faire un peu place neuve parce que quitte à nettoyer le frigo, autant nettoyer la cuisine. J'ai envie de dire, voilà, profitons-en. Et donc, pour après se dire, voilà, quand on est au clair par rapport à ce qui m'anime, à ce qui me met les poils, à ce que j'ai envie d'apporter, et pour moi, mais aussi en termes de contribution, puisqu'en général, voilà, tout ça est très aligné. Se poser après la question du comment. Donc, comment, sous quelle forme, comment je vais en vivre, parce que là, du coup, là, on est plus au niveau des stratégies, on est plus au niveau des outils qu'il y a à développer, éventuellement des partenariats à faire, des connaissances et des compétences qu'il y a à acquérir, mais qui sont quelque part externes à soi. Alors, il y a des compétences qui sont à intégrer, voilà, mais pour le coaching ou pour l'accompagnement, si c'est ce qu'on veut faire, mais ce n'est pas lié à la raison d'être et à ce qui nous anime. Oui, c'est ça. Tu sais, à la base, déjà, quand on est sur la quête de notre Ikigai, déjà, il y a comme une boussole. Moi, la métaphore que j'utilise souvent, c'est la métaphore de la boussole. C'est ce qui va nous donner un cap. Et parce que oui, moi, je dis souvent, il y a pas un ikigai à la maison, il n'y a pas un ikigai dans le couple, il n'y a pas un ikigai en famille, il n'y a pas un ikigai à la salle de gym et il n'y a pas un ikigai au boulot, tu vois. On a un ikigai. Alors bien sûr, l'ikigai, il peut changer au fil du temps. Euh, alors il peut changer aussi. Alors ça, je l'ai compris un peu plus tard. En fait, avec tous les hypersensibles et les multipotentiels qui nous entourent aujourd'hui, je sais un petit peu de quoi je parle. Eh bien, c'est qu'en fait, l'ikigai, il doit pas être rigide. Ça, c'est sûr. Hein, tu vois, sinon, on risque de s'enfermer dans quelque chose qui va pas nous convenir. Mais cela dit, sans être rigide, il y a quand même l'idée de la boussole sur lequel on va être aligné. Et ça, sur quoi on va s'aligner? Eh ben, c'est ce que je disais il y a un instant, c'est sur les valeurs, c'est sur nos compétences, c'est sur nos qualités, sur ce qui fait sens pour nous, sur nos réussites, tu vois, des choses comme ça. Et qui vont fixer à un moment donné, peut-être qu'on y mettra un mot, peut-être qu'on y mettra un verbe sur cette ikigai, peut-être qu'on y mettra ou un concept, peut-être qu'on y mettra quelque chose sur lequel vraiment on pourra, je le dis et je le redis, on pourra s'aligner. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'en fait, l'ikigai, ça va nous servir
à la fois quand ça va pas et à la fois quand ça va. Quand ça va pas, pour moi, tu vois, c'est l'idée, ok, la vie nous bouscule, hein, bon, on est comme ça. Eh bien, on a notre ikigai à un moment donné, oui. Bon, je vois, je vais pas nier mes émotions, je vais les vivre, je vais vivre tout ce qui me heurte, tout ce qui me gêne, tout ce que je suis en train de vivre qui me secoue. Et à un moment donné, quand je le souhaite, je peux me remettre en lien avec, tu vois, je peux remettre le cap. Donc, quand ça va pas, je sais que j'ai toujours mon ikigai qui peut me ramener. Et quand ça va, quand je vais bien, moi, le matin, la plupart du temps, hein, quand je me réveille et quand je me lève, il fait noir dans ma chambre, je m'assois au bord du lit, je me touche, tu vois, je me dis, ok, je suis en vie, mais vraiment, hein, je me touche comme ça, je touche mes muscles, je me dis, je suis en vie, et voilà, et je me prépare à vivre la journée. Tu vois, il fait noir encore à ce moment-là, tu vois. Et là, il y a l'idée, tu sais, quand tu as ton ikigai, eh ben, tu sais où tu vas, tu as ton premier pas du matin. Et après, j'ouvre les volets et là, la journée commence. Et justement, dans l'exemple que tu vois que tu donnes par rapport je prends par exemple les multipotentiels, c'est le fait de se lasser vite et de faire beaucoup de choses. Mais en fait, effectivement, comme tu dis bien, il y a deux choses. Il y a ce qui t'anime et ce qui t'anime, une fois que tu as mis le doigt dessus, bah, il y a quand même très peu de choses que ça change, très peu de chances que ça change. Bah, tu peux toujours affiner, tu peux peut-être rajouter, tu peux peut-être diversifier un peu, mais en gros, c'est des choses qui te font vibrer, qui te mettent les poils. Et il n'y en a quand même pas 50 000. Tu peux être sensible à toute une série de choses, mais ce qui t'anime vraiment, où voilà, où tu as la détermination, ton moteur qui s'allume, ton feu sacré qui se met en route, bah, il n'y a pas 4 millions de choses. Et après, il y a comment tu réalises ce que tu dois réaliser. Et alors là, forcément, il y a plein de possibilités et au plus tu es créatif, au plus peut-être tu es multipotentiel et ça aide pas toujours, au plus il y a de possibilités, mais à la limite, peu importe la manière de réaliser ton feu sacré, tant que tu l'as, je trouve. Mais Émilie, tu as presque tout dit, hein. Franchement, c'est exactement ça. C'est-à-dire, oui, effectivement, il y a quelque chose qui va être comme un socle, qui va être là, et qu'on soit multipotentiel ou pas. Effectivement, on a plein d'idées, il y a plein de choses qui viennent, mais l'idée, c'est d'être relié. C'est ça, hein. C'est, les personnes qui vont écouter ton replay pourront la réécouter. La tirade que tu viens de faire, elle va très bien là-dedans. Ouais. On est connecté, hein, qu'est-ce que tu veux? Je vis, je ressens l'ikigai, je suis presque, car j'ai mangé des sushis hier. Tu Ah vois? ben, C'est pas le ah ben, Japon qui est parmi nous. Le gros cliché. Excuse-moi, c'était facile. oui, mais voilà, c'est ça, mais c'est les clichés du Japon et c'est OK. Crois-moi que la cuisine, la culture du Japon, elle va bien au-delà de ce qu'on connaît et juste du simple sushi, hein. Mais oui, mais c'est amusant en tout cas, c'est un bon clin d'œil. C'est une culture enfin, voilà, qui est absolument fascinante. Et est-ce que l'ikigai, question, est-ce que tout le monde en a un? Ouais. Et tu sais, j'ai quand même envie je savais que j'avais envie de compléter la question, ce que tu disais, parce que effectivement, les multipotentiels, il y a plein de choses qui nous animent, qui nous plaisent. Et je me souviens d'un stage de yoga et ikigai que j'ai animé avec une amie japonaise qui s'occupait du yoga. Et à la fin du stage, elle dit, mais vous, les Français, vous, les Occidentaux, vous ouvrez des boîtes, hein. Vous remplissez plein de choses, vous fermez la boîte, vous mettez à côté, vous allez prendre une autre boîte. Et j'ai trouvé ça tellement juste, hein, qu'en fait, c'est ça, c'est que c'est comme si on apprenait plein de choses et on oublie d'appliquer, on oublie de mettre en pratique. Et tu sais, dans toutes nos croyances, dans tout ce qu'on vit aujourd'hui, en fait, si on réfléchit, à chaque fois, dans tout ce qu'on vit, on apprend des expériences, on a déjà appris des expériences, sauf que ça va tellement vite, on reste pas concentré, on met pas en application ce qu'on a appris, tu vois. Si on applique 10% de ce qu'on a appris, mais notre vie, elle change. Si on met en application 10% de ce qu'on lit, notre vie, elle change. Mais encore faut-il le mettre en application. Ben, c'est sûr qu'il y a plein de choses aujourd'hui, que ce soit la communication non violente, que ce soit la sophrologie, enfin mais on a des milliers d'outils et de techniques là qui s'offrent à nous et qui sont extraordinaires ben, pour vivre une vie heureuse.
Mais en fait, on est là, blablabla, blablabla, toujours plus, toujours mieux. Bon, voilà. Donc, c'est ça, hein, c'est à partir là du moment, pour les personnes là, qui regardent, vous prenez 2-3 trucs là, de cette conférence qui vous prennent et voyez comment vous pouvez les appliquer dans la vie. Est-ce que essayez de mettre allez, 2-3 choses en pratique et pour que ce soit durable. Voilà. Ouais. Voilà, donc tu as une question qui était, Émilie. Qui était est-ce que tout le monde a un ikigai? Bon, déjà, partons du principe qu'on n'a pas la même culture que les Japonais. Que déjà, même pour les Japonais, c'est pas si évident que ça, parce que pour eux, il y a quelque chose qui est non informel. Ils n'ont pas un cours sur Ikigai, tu vois. Donc, c'est dans la famille, tu vois. C'est quand je suis arrivé au Japon et que je faisais mes petites interviews là, avec ma caméra, mon micro, mais il y en a plein qui disaient on se revoit demain en fait. Et ils allaient voir leurs parents ou autres, tu vois, ils allaient voir pour rediscuter de, tu vois, de ce qu'était Ikigai. Et c'était passionnant, hein, parce que du coup, ça éveillait les débats. Hein, mais pour les jeunes, ils étaient un petit peu déconnectés de ça. Et c'est après, et en fait, ils s'aperçoivent que pour la plupart, ils l'ont, mais qu'ils n'ont pas forcément mis le mot Ikigai dessus. En fait, qu'ils ne savaient pas exactement. Parce que ça, c'est voilà, dans la culture ancienne, ben ça y était, tu vois. Pour les anciens, c'est plus présent que chez les jeunes. Donc, pour nous, tu vois, en France, bon, voilà, dire qu'on a tous un ikigai, je pense qu'il y a des choses qui sont en nous, qui demandent à s'ouvrir, qui demandent d'être révélées, qui demandent d'être ramenées, tu vois, ramenées ici et maintenant pour mieux rayonner, tu vois. Je suis fan justement de ton exemple des jeunes et des personnes plus âgées, voire des sages, hein, soyons fous. Est-ce qu'effectivement l'expérience, finalement les années, et aussi de faire l'expérience de tout ce qu'on n'a pas envie finalement, ce dont on n'a plus envie, ce qu'on a testé, est-ce que ça aide à affiner ou peut-être à trouver plus facilement son ikigai? Ah, mais, là aussi, hein, dans mes ateliers, je prends tout ça hein, dans tous les freins, en fait. Parce que Ikigai, c'est quoi? C'est donner du sens à sa vie, c'est vivre une vie heureuse, tu vois, dans la joie. Mais oui, mais attends, mais qu'est-ce qui nous freine là-dedans? Pourquoi, tu vois, on n'y arrive pas? Donc oui, on va chercher les croyances, on va prendre tout ça. Et oui, c'est tout ce qu'on a testé aussi qui ne nous convient plus aujourd'hui. On va aller le prendre et puis on va apprendre à le déblayer gentiment, tu vois, en souplesse. Et une fois que ça s'est déblayé, on va pouvoir garder que ce qui va bien. Et en fait, c'est quelque chose de relativement récent. On ne parle pas de l'ikigai depuis des dizaines d'années quand même. Non, mais en fait, c'est récent. Tu sais, c'est toujours pareil. Parfois, il y a des choses qui sont dans les cultures qui sont là et dont on ne parle pas forcément. Mais aujourd'hui, avec Internet, ça va tellement vite. Euh, un des premiers qui s'est vraiment intéressé à Ikigai, c'est Dan Buettner, c'est un Américain. Et parce qu'au Japon et à Okinawa notamment, c'est l'île des centenaires, voire des super centenaires. C'est là où une des zones où on vit le plus longtemps dans le monde et où le taux de cancer est le plus faible. Donc, Dan Buettner, il est parti là-bas, à Okinawa, et il est allé interviewer un grand professeur de médecine japonais. Et voilà, il a comparé les résultats. Ils ont fait des analyses, et de là, il a mis ça dans un livre qui s'appelle Zone bleue, qui est très intéressant. Et après, voilà, c'est à partir de là. Et l'autre qui a popularisé ça, c'est Mark Wynne, un habitant de Guernesey, qui est parti au Japon et qui a fait son interprétation à lui. Sauf que lui, voilà, lui, c'est quelqu'un aussi qui était dans le marketing. Bon, il a fait son interprétation et en fait, il a été dépassé par le schéma qu'il a mis. Il s'est fait dépasser lui-même, en fait. Il a pas compris le succès que ça avait. Et du coup, alors là, je pense qu'entre ce diagramme-là et peut-être pour nous en France, l'idée aussi de ce Bernard Fontani, de ce médecin-là, dont
Ça s'appelait Médecine d'ailleurs. Et le documentaire est passé plusieurs fois sur Arte ou sur Canal+. Ben, je pense que tout ça, ça a ouvert l'esprit, ça nous a connectés à quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et alors après, maintenant, avec la puissance d'Internet, ben, ça va à une vitesse grand V. Est-ce que tu penses que c'est plutôt parce qu'effectivement, c'est l'attraction du nouveau qu'on ne connaît pas, ou plutôt, ce qui m'interpelle plus, c'est ce besoin de comprendre fondamentalement ce qui nous anime. J'ai l'impression qu'en fait, tu vois, on creuse de plus en plus enfin, je trouve ça beau. Je trouve ça beau qu'en fait, il y ait voilà, tellement de gens qui parlent de l'ikigai et qui soient surtout en recherche. Alors, est-ce que tu crois enfin, comment dire, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est forcément appliqué ou les gens s'y intéressent? Est-ce que tu crois que ça va avoir un impact sur la société et peut-être maintenant, voilà, un outil de prédilection post-confinement pour essayer de se rattacher à quelque chose, enfin, tu vois, se relancer à quelque chose qui fait sens et Ouais. qui aide peut-être à mieux aussi servir et contribuer? Ça peut l'être, vraiment. Ça peut l'être si ce n'est pas qu'un phénomène de mode. Tu vois, moi, le livre sur Ikigai, je suis parti en 2016, début 2016, et j'ai dit à mon éditeur, à Jouvence, j'ai envie d'écrire là-dessus. Elle m'a dit, ah, c'est intéressant, ça nous intéresse, on en reparlera. Et puis, comme j'avais un autre livre en cours qui était Apaiser le mental, donc celui sur Ikigai, il a pris un peu plus de temps. Et moi, je voulais vraiment faire un livre, un beau livre là-dessus, vraiment complet. Et à un moment donné, elle m'a dit, je l'ai eu au téléphone, elle me dit, non, mais là, elle me dit, Jean-Christophe, je sais que vous êtes très occupé en ce moment. Elle me dit, mais le monde de l'édition est cruel. C'est le moment, il faut qu'on le fasse maintenant. Waouh! Et c'était ça, tu vois, dans ce phénomène de mode là, eh bien, donc ça disait, ben, il faut y aller maintenant. Ben, ça veut dire que j'ai pas fait le livre que je voulais faire aussi complet. J'ai fait un cahier poche, hein, mais en tout cas qui donne les pistes vraiment pour creuser, pour y aller. Et des phénomènes de mode, il y en a toujours. À un moment donné, c'était Hugueux, je crois qu'on le prononçait Hugueux, c'est un phénomène scandinave. Bon, il y a plein tu vois, de phénomènes comme ça. Et bien sûr, moi, je me dis, ben, ça serait sympa que ça reste pas qu'un phénomène de mode, mais qu'effectivement, qu'on s'y mette. Ce que je crois, c'est que nous, on a besoin d'intellectualiser et de poser. Ça nous aide. On fonctionne comme ça, voilà. Les Japonais, où tu prends Okinawa, enfin, ils n'en parlent même pas de leur ikigai. Ils n'ont pas besoin de ça, tu vois. Ils l'ont en eux. C'est en lien avec le sens de la vie. Pour eux, c'est juste, c'est en lien, c'est comme une évidence. Il y a le lien évident entre la vie et Ikigai. Tout comme à Okinawa, il y a le lien évident entre l'hygiène de vie, tu vois, avec l'alimentation, l'activité physique, le lien social et la spiritualité. Ça, pour eux, tu vois, il y a comme une évidence. Et Ikigai, on pourrait dire qu'on pourrait le mettre au centre de tout ça. Et ils n'ont pas, eux, forcément besoin d'en parler pour le vivre. Et du coup, Qui dit, pardon. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques, tu vois, à chaque aile, donc de chacune des trois ailes qu'on pourrait se poser pour essayer de démarrer? Parce que c'est vrai qu'on parle depuis tout à l'heure de ne pas rester dans la théorie et de mettre ouais, en pratique. Est-ce qu'il y a peut-être quelques questions que tu pourrais donner par rapport à ça pour avoir un début de… ouais, c'est très simple, hein. Les premières questions pour se mettre sur la piste, elles sont très simples. C'est quoi mes valeurs? Quelles sont mes qualités? Alors, c'est très simple entre guillemets, parce que les valeurs, on les vit au quotidien. Euh, Quand on n'agit pas en lien avec nos valeurs, on vit de la culpabilité. Donc, dès qu'on vit de la culpabilité, eh ben, on saura qu'on n'était pas en lien avec nos valeurs. Nos qualités, bon, alors parfois parler de soi c'est facile, parfois ça l'est un peu moins, hein, de dire, ben oui, je suis quelqu'un d'ouvert, je suis souriant, je suis réactif, je suis bienveillant, je suis quelqu'un d'extraordinaire. C'est pas toujours simple, tu vois. Donc, ça demande d'aller voir ça. Et, et si même on peut trouver un buddy partner, tu vois, un partenaire de jeu, tu vois.
eh bien c'est encore mieux, tu vois, quelqu'un qui puisse nous renvoyer, nous faire le miroir. Euh, Après, il y a l'idée d'aller voir quelles sont nos réussites, dans quoi je me suis réalisé. On dit, il y a quelque chose qui est simple hein, aussi, hein, qui nous met sur la piste, c'est voir tous les moments où on repousse le moment d'aller se coucher, d'aller manger, d'aller, tu vois, tous ces moments-là. Moi, par exemple, je dis, hein, j'aime faire de la photo. Ça, c'est pas mon ikigai, mais il entre, tu vois, dans cet ikigai. Mais quand je fais de la photo, quand je mets à traiter des photos, parfois, je m'arrête pas, je sais pas m'arrêter. Et donc, c'est là que j'ai compris, ah, tu vois, quand tu vois quelque chose comme ça, tu te dis, ah là, il y a quelque chose qui est en toi. Tu vois, quand à chaque fois que tu fais quelque chose là, qui te donne la banane, où tu sens que tu es. Moi, je sais qu'à chaque fois que je fais des séances individuelles, tu vois, des séances d'accompagnement où j'accompagne les gens et je les aide à retrouver l'énergie ou autre, mais moi, ça me nourrit, ça, tu vois. Donc, en prenant tout ça, on ira voir qu'est-ce qu'il y a de commun à tout ça. On ira voir quels sont les besoins qui sont nourris à travers ces activités, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient dans les activités, ou qu'elles soient en famille, qu'elles soient dans le couple, tu vois, tout ça, on ira voir ce que ça nourrit à chaque fois. Et à partir de là, à partir de là, on verra, ça va nous mener. Il y a d'autres questions à se poser, hein, bien sûr. Hein, c'est euh, dans les talents, quels sont nos talents ou quels sont les domaines dans lesquels on a une facilité, une aisance, ça va nous mettre aussi sur la voie. Bon. Après, le plus dur, bien sûr, c'est de prendre tout ça, de le mettre en lien. Bon, attention, l'ikigai, on ne le trouve pas en 3 jours. Hein, tu vois, quand je fais un atelier, c'est sur une seule journée, mais je mets les gens sur la piste. Hein. Voilà, ils repartent avec des outils, ils repartent avec plein de choses. Parfois, ça confirme ce qu'ils pressentaient, comme dans leur ikigai, mais la plupart du temps, ils n'ont pas forcément mis leur ikigai de suite, mais ils me disent waouh. Ils sortent de la journée, ils me disent mais moi, là, je me sens reconnecté, je me sens remotivé, je pars avec une autre envie, avec une autre ligne directrice, tu vois. Et moi, ce que j'adore, c'est parfois je croise des personnes que j'ai eues en atelier, parfois quelques semaines ou quelques mois plus tard, qui me disent hey, ça y est, je l'ai trouvé mon ikigai. Ok. Les pièces du puzzle, ils ont mis les pièces du puzzle, ils ont aligné, ils ont collé, et, euh, et ça fait un bel ikigai. Et indépendamment même de finalement connaître son ikigai, ça a au moins le mérite de te faire un inventaire de plein de trucs que tu aimes bien et qui montent ton énergie. Mais c'est exactement ça en fait. C'est tout ce qui nourrit l'énergie. Donc oui, bien sûr, hein, dans une des questions majeures. Tiens, d'ailleurs, si tu as envie, on pourrait faire une petite pratique là-dessus. Mais moi, toujours, tout. Toujours. Hein. On pourrait faire une pratique. L'idée, tiens, c'est de prendre quelque chose qu'on a aimé, qui nous a fait vibrer. Tu vois, j'ai dit 2 cas là. Tu vois, moi quand je fais des séances individuelles, que je redonne l'énergie aux gens, ou quand je traite les photos, tu sais, ça peut être aussi des choses très très simples. Moi, il y a une chose que j'adore. Et l'autre jour, je marche dans la rue, je vais au parc pour aller pratiquer le Qigong. Il est tôt, il y a une belle lumière. Et là, je croise un homme, je pense qu'il est SDF, hein, il est un peu recroquevillé sur lui. Il est un homme de couleur noire, tu vois, il a la peau burinée un peu. Et nos regards se croisent, on se sourit et il me dit bonne journée. Je me suis dit waouh. Mais lui, en fait, il a éclairé ma journée. Je ne sais pas lui comment il a perçu, tu vois, il y a quelque chose me dit que tu vois, il y a un lien qui s'est passé. Et, et ça, c'est marrant parce qu'il y a 2, 3 jours pareil, je suis en train de faire mon qigong là, dans le parc. Et je vois une personne qui passe en courant, elle me regarde, le regard se croise et bim, elle me sourit. Et je me dis ça c'est bon ça, tu vois. Si on est là juste pour échanger des sourires et illuminer, tu vois, ou s'illuminer respectivement, mais, euh, mais c'est bon ça, tu vois. Donc, on peut aller chercher des choses style j'aide les gens en séance, je les aide à retrouver leur énergie. Ça peut être les photos, tiens, j'aime traiter des photos pour les partager et voir le sourire de la personne qui va recevoir les photos.
ça, j'aime. Et puis, c'est juste aussi, tiens, marcher dans la rue, donner un sourire, recevoir. Donc, j'ai envie de dire, là, les personnes qui nous regardent, si c'est en replay, vous pouvez faire une pause. Sinon, celles qui sont directes, là, eh bien, non, c'est d'ailleurs, tout est en replay. Bon, alors, du coup, elles pourront mettre pause et prenez quelque chose qui vous a fait vibrer. Voilà. Émilie, je ne sais pas s'il y a quelque chose là, tu vois, qui t'a fait vibrer récemment. Ouais, il y en a mille. Il y en a mille. Je vais prendre notre conversation ou je peux prendre cette vidéo. Hein. Ouais. Eh bien, dans cette conversation, par exemple, tu vas te dire qu'est-ce que ça nourrit comme besoin. Tu vois, ça peut nourrir le besoin de beauté, le besoin d'être en lien, le besoin d'échange, de partage, d'authenticité, de gratitude, tu vois, d'avoir cet échange-là, le besoin d'attention, tu vois, d'être là en conscience, tu vois, tout, De, bon, par exemple. de découverte, de curiosité, ça peut en nourrir plusieurs. Hein, parce que dans l'exemple que tu m'as donné là, ben, j'ai dit, alors il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis en plus, j'ai appris plein de choses. Et puis en plus, Mais c'est ça, et la découverte, la curiosité, elle est là vraiment. Tu sais, il y a un grand besoin des enfants, hein, qui est le besoin d'exploration. C'est ça, hein, la découverte, la curiosité. Là, on est connecté à notre âme d'enfant. Hein. Eh bien voilà. Eh bien, tu vois, tu vas garder ton sourire, tu vas vraiment, tu vois, ton sourire là, que tu as. Tu vas le vivre pleinement. Tu vas fermer les yeux. Tu vas mettre les pieds bien au sol. Si tes jambes sont croisées, tu les décroises. Voilà, ta tête, elle est hop, comme si elle était tirée par un fil, tu vois, un petit peu le dos un peu droit, sans être rigide, légèrement droit. Et voilà, tu vois, tu te mets en lien avec ce moment-là qu'on est en train de vivre. Et donc, les personnes prennent le moment là qu'elles ont vécu. Elles se mettent en lien avec tout ce que ça nourrit comme besoin et toutes les sensations, toutes les émotions que ça fait vivre dans l'état d'être. Tiens, je vais te le demander, du coup, Émilie, comment tu te sens là, tu vois, quand tu nourris ton besoin de curiosité, d'exploration, de découverte, comment tu te sens? ben, écoute, non seulement je me sens en joie, je déborde de gratitude. Et, Ouais. et en plus, je respire mieux. Là, j'ai eu un vrai, tu vois, une vraie respiration qui était vraiment genre, allez chercher bien, voilà. Allez, ben écoute, bon, on va juste l'ancrer, ça, tu vois, tu vas juste fermer les yeux encore un petit instant avec tout ça, cette sensation d'être ouverte, d'être en vie, d'être en joie, de respirer, de respirer la vie pleinement. Connecté à ton besoin de curiosité, de découverte, de gratitude là, qui est nourri à travers ça. Voilà. Et tu vas simplement envoyer toutes ces images là que tu es en train de vivre, tous ces besoins, toutes ces sensations, tu vas les envoyer dans ton esprit. Ouais, c'est ça. Et oui, et voilà. Et ceux qui ont besoin de bailler, ça lâche et c'est bon. Donc tu connectes toutes les sensations à ton esprit. Comme si chaque synapse, chaque neurone, chaque circuit neuronaux se connectait à toutes les sensations que tu es en train de vivre. Voilà. Alors, comme il y en a beaucoup, tu vas faire un package, tu vois, tu vas faire un joli pack, pouf, tu vas envoyer tout ça là, dans ton esprit, dans ton cerveau. Ok, tu gardes les yeux fermés et maintenant, c'est dans ton corps que tu vas leur envoyer tout ça. Tu vas envoyer tout ça dans ton corps, dans toutes les cellules de ton corps. Ça peut partir des pieds en remontant jusqu'à la tête, en passant par le bassin, par les fesses, par tout le corps, on n'oublie rien, par le ventre, par la poitrine, par le dos. Ça remonte, ça passe par la gorge, par le cou, ça remonte jusqu'à la tête. Ouais. Tu connectes comme si tu connectais chaque cellule de ton corps, hein, chaque cellule qui va ressentir cette joie, cette ouverture. Elles vont se sentir en train de respirer, en train de vivre pleinement. Pareil, tu as des milliards de cellules, tu fais un joli pack, poum, tu envoies ça, tu fais en haut débit, tu l'envoies en 4G+, tu l'envoies dans toutes les cellules. Et
pour terminer, quelque chose me dit que tu sais où on va, mais allez, je vais quand même le dire. C'est dans le cœur, toujours les yeux fermés, c'est dans le cœur que tu vas envoyer à la fois l'image là, de cette discussion qu'on a, les besoins de découverte, de curiosité. Tu remplis ton cœur et vous remplissez votre cœur, là, tous ceux qui nous regardent, avec toutes les sensations avec lesquelles vous étiez connectés. Le cœur, c'est notre réservoir d'énergie, c'est notre réservoir d'amour. Alors on n'hésite pas, on peut y mettre plein de choses. Hein. On peut y mettre de la douceur, de la bienveillance, de l'amour. On peut y mettre plein d'autres choses en plus. Hein. Voilà. Et quand c'est bon, ben c'est tranquillement, on prend une belle inspiration, expiration, et puis on va ouvrir les yeux, on va revenir, et voilà. Eh ben, écoute, merci pour cet exercice excessivement puissant. Enfin, moi, je me suis non seulement bien amusée, mais je trouve que c'est un exercice, voilà, c'est vraiment un régal et pour l'énergie psychique, mais aussi voilà, du cœur, physique. Enfin, moi, je suis toute détendue de la crinière. Là, je te remercie. C'est pas détendue fatiguée, c'est détendue énergisée. Et donc, ça fait vraiment du bien. Donc, merci, franchement, merci à toi et merci voilà, pour ces partages, pour cette magnifique découverte, pour toutes les explications. Voilà, c'est vraiment un outil puissant. Je me suis vraiment, enfin voilà, je pense que alors, à retenir, on met en place. Donc voilà, on a appris des tas de choses. Et donc, effectivement, une partie de notre enfant intérieur est très content, curiosité, découverte. Mais la mise en pratique et l'apprentissage est finalement ce qui permet de changer réellement son quotidien et de prendre conscience de ce qui nous anime, mais surtout, pas seulement le rêver, mais vivre ses rêves, enfin, rêver sa vie, vivre ses rêves. Hein, c'est le principe. Hein. Mais oui, c'est ça, tu vois, et ça, c'est un début, voilà, tu vois. Là, on a donné des pistes, on a ouvert les questions, tu vois, qu'on pouvait se poser, on a eu quelques réflexions, quelques prises de conscience. Mais après, bien sûr, le chemin, le chemin, il va continuer aussi. Ben voilà, ça peut être. Alors, tiens, je peux le montrer peut-être mon petit livre, si jamais. Tiens, tu vois, hop, il est là. Bon, ça coûte 5,70 €, tu vois, ça peut être, c'est un petit cahier et vraiment, il est pratique. Il y a plein de dessins, tu vois, il y a plein de, il est simple, il est pratique, il est sympa. Et puis après, bon, personnellement, j'ai aussi des programmes en ligne là-dessus. J'ai aussi des ateliers en présentiel. J'accompagne les gens en séance individuelle, hein, soit en présentiel ou soit par Skype, des personnes qui ont lu le livre, tu vois, et qui viennent faire des séances avec moi par Skype en me disant pour raffiner et pour creuser et pour enlever justement les freins, tu vois, quand on parlait des freins, des croyances tout à l'heure, eh bien c'est ça l'idée, c'est d'aller enlever ça. Donc j'accompagne les personnes en ce sens-là. Et de toute façon, si vous voulez toutes les informations concernant, en tout cas plein d'informations concernant Jean-Christophe, vous allez sur le site du sommet et vous allez voir les intervenants. Jean-Christophe, qui est Jean-Christophe? Vous cliquez sur le petit bouton et tadam, vous arrivez sur une page qui lui est dédiée avec non seulement son parcours, ce qu'il a fait, mais également tous les liens où vous pouvez retrouver ses programmes, ses livres, tout ce qu'il a fait. Donc n'hésitez pas à aller voir pour en savoir plus. Sur ses programmes et sur les livres qu'il a écrits, simplement aussi pour les témoignages, pour découvrir tout son univers. Donc, franchement, faites-vous plaisir, c'est un régal. Donc là, on a eu finalement un petit clin d'œil de ce qu'est l'ikigai, ce à quoi ça peut servir. Mais comme chaque outil, finalement, ça n'est qu'un outil. C'est-à-dire que si derrière, on ne pratique pas, on ne se pose pas les bonnes questions, voilà. Ça restera une heure ô combien passionnante. Et moi, c'était un régal. Maintenant, ce qui est d'espérer et ce que je vous souhaite, qui regardez / écoutez cette conférence, c'est forcément d'appliquer.
Ouais. Et tu vois, j'ai envie de faire un petit clin d'œil pour terminer avant pour le programme, en fait, j'ai créé un petit code promo spécialement pour le sommet. Voilà, j'ai fait 20% de remise. Et le code à retenir, il est très simple, hein, c'est en majuscule, c'est EMI, E-M-I. Alors, bien sûr, le petit clin d'œil, c'est le EMI d'Emilie et c'est le EMI du Japon, puisque la traduction de EMI en japonais, c'est sourire. Tu vois, donc je trouvais que ce code, tiens, Amy, il allait bien avec Émilie de Cire, avec le sourire d'Émilie. Voilà. Et oui, merci, c'était vraiment une super top découverte. Moi, quand tu m'as dit, j'étais là, oh, mais c'est génial. Donc, merci pour cette belle découverte. Merci pour ton temps. Merci pour ce partage. Merci pour finalement tout ce que tu nous as livré avec tellement d'authenticité et de compétences et d'expertise. Et en plus, tu nous as fait voyager avec le Japon et pas que les sushis. Rappelons-le, ça c'est quand même important. Eh, Et donc, oui, merci à toi et je te dis à tout bientôt. merci, merci à toi, merci à tout le monde et à bientôt.